Ses yeux semblent suivre chacun de mes pas, à travers les vitres sales, puis il disparaît de nouveau. Chez mes parents, il m'arrivait souvent d'entendre ma mère m'appeler alors qu'elle ne l'avait pas fait, et elle m'a confirmé plus tard qu'elle vivait la même chose en croyant m'entendre prononcer son nom alors que je ne l'avais jamais fait. C'était une expérience qui revenait régulièrement et qui, avec le temps, est devenue presque habituelle. Il y avait aussi ces moments où je restais seul un peu plus longtemps que prévu, lorsque ma mère rentrait tard du travail ou faisait des courses. Je passais généralement ce temps dans le salon principal à jouer à la Nintendo 64. Tout semblait normal, puis soudain des bruits sourds et puissants retentissaient à l'étage, comme si un meuble massif venait de basculer. Chaque fois je montais vérifier, et chaque fois je retrouvais toutes les pièces parfaitement en ordre, sans le moindre signe qu'un objet ait pu tomber. Plus tard, ma mère et ma grand-mère m'ont confié avoir entendu exactement les mêmes bruits lorsqu'elles étaient seules dans la maison, et cela a renforcé l'étrangeté de ce phénomène. Un autre souvenir me hante encore plus. J'étais installé dans la pièce du bas avec mon ordinateur portable. Toute la maison dormait, il était déjà passé minuit, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'obscurité avait envahi la pièce. Absorbé par ce que je faisais, j'ai commencé à percevoir derrière moi une sorte de murmure confus, semblable au bourdonnement que l'on entend lorsqu'un groupe de personnes parle en arrière-plan, trop bas pour distinguer les mots. Aussitôt, une peur glaciale m'a traversé, les poils de ma nuque se sont hérissés et mes muscles se sont crispés au point que je n'osais plus bouger. Des larmes ont coulé toutes seules, provoquées par l'intensité de cette panique que je n'arrivais pas à contrôler. J'ai refusé de me retourner, je suis resté fixé sur l'écran de mon ordinateur comme si détourner mon regard pouvait aggraver la situation. Le temps s'est étiré interminablement avant que mon corps retrouve un semblant de calme. Quand j'ai fini par raconter cet épisode à ma mère, elle a été profondément troublée parce qu'elle avait déjà entendu ces mêmes murmures inquiétants, sans jamais comprendre d'où ils venaient. Depuis toujours, j'ai détesté cette maison. Elle semblait respirer une présence qui ne nous appartenait pas et qui laissait dans chaque pièce une impression persistante de malaise. Mon père avait un bureau à domicile dans une chambre inoccupée, juste en face de la sienne et de celle de ma mère. Il y gérait à temps partiel son activité de consultant. Mon frère et moi avions nos chambres à un autre étage et n'entrions presque jamais dans cette pièce, sauf pour agrafer ou perforer un document pour l'école, ce qui arrivait rarement. La pièce contenait un grand bureau en bois, quelques classeurs et une longue table où reposait l'imprimante, le fax et d'autres fournitures. Un jour, mon père se mit à retourner la maison de fond en comble, paniqué, il ne retrouvait plus son portefeuille. Nous l'aidâmes à fouiller partout, en vérifiant chacun ce que l'autre avait déjà inspecté. Rien. Il chercha aussi dans les voitures, alla jusqu'à son bureau principal, mais ne trouva rien. Finalement, il dut se résoudre à poursuivre ses recherches plus tard. 2 semaines passèrent. Il annula ses cartes de crédit et bancaires, et commença à préparer les documents pour se rendre au bureau des permis et refaire son permis de conduire. C'est alors que, voulant tailler un crayon, je me rendis dans son bureau pour utiliser le taille-crayon posé sur la longue table, à côté de l'imprimante. Là, en plein milieu, bien en évidence, se trouvait le portefeuille de mon père. Impossible qu'il ait été là pendant tout ce temps sans que personne ne le remarque. Plus tard, lorsque nous avons déménagé, ma mère et moi avons pris soin d'ouvrir tous les placards, tiroirs et recoins pour ne rien laisser derrière nous. Pourtant, quelques semaines plus tard, le nouveau propriétaire nous appela. Il avait trouvé une boîte contenant nos papiers les plus importants, certificats de naissance, dossiers médicaux, certificats de mariage de mes parents, abandonnés dans une pièce non terminée du sous-sol. Nous n'y avions jamais rien stocké à cause de l'humidité, et certainement pas ce genre de documents. Une fois, mon frère, son ami et moi avons aperçu dans le ciel des lumières qui se déplaçaient de façon étrange, rapide et saccadée, comme des objets volants non identifiés. Intrigués et un peu inquiets, nous avons couru chercher notre mère pour qu'elle vienne voir. Lorsqu'elle est sortie, elle a levé les yeux et, sans montrer la moindre émotion particulière, elle a simplement dit que oui, ce que nous voyions ressemblait bien à des ovnis,
puis elle est rentrée tranquillement dans la maison comme si de rien n'était. Sa réaction était tellement calme et détachée que nous avons pensé qu'elle se moquait de nous et qu'en réalité ce n'était sûrement pas des ovnis. Des années plus tard, en reparlant de cet épisode avec elle, je lui ai demandé si elle se souvenait de cette nuit. Elle m'a alors avoué que si elle avait paru aussi posée et indifférente, c'était uniquement parce qu'elle avait pris sur elle pour ne pas nous effrayer, alors qu'au fond elle était morte de peur. Son intention avait été de nous protéger, et cette façade de sérénité cachait en réalité une angoisse profonde. J'étais en classe de 5e quand mes parents achetèrent leur premier ordinateur, donc je n'étais plus un tout petit enfant. Nous vivions dans un petit ranch, et comme il n'y avait pas de place ailleurs, mon père avait construit un bureau d'angle au sous-sol, dans l'une des pièces aménagées. La maison avait été bâtie par lui-même au milieu des années 80, personne n'y avait habité avant nous. Chaque soir, lorsque ma mère rentrait du travail, on entendait le bruit de ses clés posées sur le comptoir et le claquement régulier de ses talons traversant le plancher de la cuisine. C'était une habitude tellement familière que mon frère ou moi, assis devant l'ordinateur, l'entendions souvent, au point de lever la tête en pensant qu'elle était arrivée. Mais en montant vérifier, nous découvrions qu'elle n'était pas encore rentrée. Nous en parlions à notre mère et cela se produisait assez souvent pour que nous essayions de trouver une explication. Nous avions même commencé à noter l'heure à laquelle ces bruits se faisaient entendre. À plusieurs reprises, ma mère nous confia qu'à ces moments précis, elle pensait justement au travail et avait eu le réflexe de regarder l'horloge. Nous n'avons jamais pu comprendre ce phénomène, malgré toutes nos tentatives. Parfois, c'était elle qui, installée à l'ordinateur, entendait des pas à l'étage alors que la maison était vide. Mon père n'autorisait pas les animaux domestiques, donc ce n'était pas un chat qui s'amusait à faire du bruit. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère reste entier. Il y a environ 5 ans, par une soirée d'été, mes parents étaient assis sur le porche à l'arrière de la maison. La nuit était calme et la chaleur encore présente dans l'air. C'est alors que, du coin de l'œil, ma mère aperçut une silhouette blanche et translucide, de la taille d'une personne, qui glissait lentement près d'un arbre. Sur le moment, elle pensa qu'elle avait rêvé ou mal vu, mais quand elle demanda à mon père s'il l'avait vu lui aussi, il répondit que oui. Mon père est un homme solide, pas du genre à se laisser impressionner facilement, pourtant il était profondément troublé et ma mère partageait la même peur. Tous deux décidèrent aussitôt de rentrer à l'intérieur, incapables de rester plus longtemps dehors. Le lendemain matin, en passant devant l'arbre où l'apparition avait eu lieu, ma mère remarqua un objet posé directement sur la terre. C'était une boucle d'oreille ancienne, au style vieillot, qui donnait l'impression d'avoir appartenu à une vieille femme. Ma mère n'en portait pas et ce n'était pas non plus quelque chose qui aurait pu m'appartenir. L'objet semblait avoir été déposé là volontairement, comme une trace laissée derrière. Elle l'a ramassé avec prudence et l'a placé dans sa boîte à bijoux à l'intérieur de la maison. Mais le jour suivant, la boucle d'oreille se retrouvait en plein milieu du sol de la cave, comme si elle s'était déplacée d'elle-même. À partir de ce moment, les choses ont changé pour moi. Dans ma chambre, au moins une fois par semaine, j'entendais distinctement des pas, parfois lents et pesants, parfois rapides, comme si quelqu'un arpentait l'espace autour de moi. À d'autres moments, c'étaient des chuchotements étouffés qui semblaient venir de nulle part, juste assez audibles pour faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas être le fruit de mon imagination. Cette atmosphère inquiétante m'a suivi sans relâche jusqu'à ce que je quitte la maison. Des amis de ma famille possèdent une très vieille maison dans le nord de l'État de New York, qui faisait autrefois partie du réseau clandestin du Underground Railroad. La demeure regorge d'histoires et de passages secrets dissimulés un peu partout. Mais elle est aussi hantée. Chaque fois qu'un nouveau visiteur y met les pieds, des phénomènes étranges se produisent. Mon cousin, par exemple, affirme avoir entendu une respiration dans sa chambre, la nuit, lorsqu'il y a séjourné. La propriétaire, quant à elle, est régulièrement obligée de rallumer la télévision, car le fantôme, qu'ils appellent Morton, du nom d'un ancien propriétaire décédé dans la maison, l'éteint sans cesse. Le plus jeune fils raconte qu'un jour, alors qu'il était assis dans la cuisine, un immense vaisselier ancien,
appuyé contre le mur où se trouvait autrefois une porte donnant sur le jardin, s'est mis à pivoter doucement et silencieusement vers l'avant, comme si une personne passait à travers. Pour lui, c'était exactement l'impression de quelqu'un qui marchait dehors. La plus jeune fille dormait dans une chambre où le plancher dissimulait une trappe secrète. Elle servait autrefois à cacher des esclaves en fuite. À plusieurs reprises, la fillette s'est réveillée pour découvrir le tapis qui recouvrait la trappe rejetée sur le côté, comme si la porte avait été ouverte durant la nuit. Ces événements paraissent incroyables, mais la famille assure que la présence de Morton n'a rien de malveillant. Au contraire, ils ont toujours eu l'impression qu'il se contentait de continuer à vivre dans sa maison, et qu'il fallait simplement la partager avec lui. Voilà plus de 20 ans qu'il habite là, et malgré tous ces phénomènes surnaturels, ils n'ont jamais eu l'intention de partir. L'année dernière, alors que nous roulions en voiture avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque, il s'est passé quelque chose d'étrange que je n'arrive toujours pas à oublier. Nous étions arrêtés à un feu rouge, juste à côté d'un cimetière. Tout à coup, sans raison particulière, mon fils a tourné la tête vers le cimetière et a dit d'une voix calme qu'il y avait des gens couchés là-bas et qu'ils ne pouvaient pas se relever. Ma femme, surprise, lui a demandé de quoi il parlait exactement. Il a alors pointé du doigt le cimetière et a répété que toutes les personnes allongées dans ce parc étaient coincées. Sa manière de dire ça, si simple et innocente, a eu un effet glaçant. Ma femme et moi nous sommes regardés sans rien dire, totalement pétrifiés. À ce moment-là, il n'y avait eu aucun décès dans notre famille et nous n'avions jamais abordé le sujet de la mort avec lui. Rien n'aurait pu lui donner les mots qu'il venait de prononcer. Depuis ce jour, chaque fois que je repense à cette scène, un frisson me parcourt. Je cherchais un costume d'Halloween avec ma mère pour le porter à l'école primaire. Pour moi, c'était un événement important car j'avais été scolarisé à la maison au départ, et c'était l'une de mes premières occasions de participer à ce genre de tradition avec les autres enfants. Nous avions passé plusieurs heures à visiter différents magasins sans rien trouver qui me plaise. La nuit commençait à tomber, et il fallait absolument choisir quelque chose avant de rentrer. En dernier recours, nous décidâmes de nous rendre dans une vieille boutique de costumes d'Halloween, l'un de ces magasins étranges qui restent ouverts toute l'année. À peine sortis de la voiture, nous franchîmes la porte d'entrée et fîmes 3 pas à l'intérieur. Aussitôt, tous les poils de mon corps se hérissèrent. Une pression écrasante m'envahit, comme si une présence me détestait de toutes ses forces, voulait me faire du mal et exigeait que je parte immédiatement. J'étais en 3e année, je crois, et au moment même où je me tournais vers ma mère, elle me regardait déjà. Aucun mot n'a été échangé. Nous avons simplement pivoté sur nos talons et rebroussé chemin vers la voiture. Une fois assis à l'intérieur, je lui demandai si elle avait ressenti la même chose. Elle me confirma qu'elle avait vécu exactement la même expérience. Nous avons prié ensemble, encore secoués, avant de repartir. Pour comprendre ce que cela représentait, j'étais un enfant qui désirait plus que tout s'intégrer dans sa nouvelle école, et j'avais accepté de quitter notre dernière chance de trouver un costume, simplement à cause de ce sentiment physique d'être haï et rejeté par quelque chose d'invisible. Finalement, j'eus tout de même un costume cette année-là. Ma mère resta éveillée tard dans la nuit pour m'aider à en bricoler un avec ceux que nous avions à la maison. Grâce au chapeau de mon grand-père, à des bottes de cow-boy, à une chemise que nous avions déchirée pour lui donner un air usé, à un bandana rouge vif et à un gilet de cuir fabriqué à partir d'un sac en papier marron taillé avec de longues franges, je me retrouvais transformé en cow-boy. Ma mère m'a raconté que, lorsque j'étais enfant, avant même d'avoir 10 ans, j'avais parfois des sortes de prémonitions. À cette époque, mon grand-oncle et ma grand-tante, que je considérais presque comme des grands-parents, venaient chaque été du Mexique jusqu'aux États-Unis pour passer du temps avec nous. Leur visite était toujours un moment de joie, et leur départ me laissait inconsolable. Un été, alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, je me suis mis à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Ma mère a essayé de me calmer en me disant de ne pas m'inquiéter, qu'ils reviendraient l'année suivante comme d'habitude. Mais au milieu de mes sanglots, j'ai fini par crier que non, qu'elle ne comprenait pas, que mon oncle ne reviendrait jamais. Elle a insisté,
persuadé qu'il s'agissait d'une crise d'enfant qui ne voulait pas voir partir des proches qu'il aimait. Pourtant je répétais sans cesse qu'il ne reviendrait pas, et je ne disais rien de ma tante, seulement de lui. Quelques semaines plus tard, peut-être quelques mois, la nouvelle est tombée. Mon grand-oncle était décédé, et comme je l'avais dit, il n'est jamais revenu. Ma mère a été bouleversée par la coïncidence et elle a commencé à repenser à mes paroles d'une toute autre manière. Plus tard, j'ai aussi annoncé sans vraiment comprendre ce que je faisais la disparition prochaine de ma grand-tante, et cela s'est réalisé également. Je vis en Colombie et mon père est médecin. Durant mon enfance, il occupait principalement le poste de directeur d'hôpital dans des zones rurales très isolées. L'avantage, c'est qu'on finit par s'habituer aux bruits étranges de la nuit et à la présence silencieuse des gardiens, souvent des vieillards, qui se déplaçaient sans même une lampe torche. La plupart des hôpitaux où nous avons vécu étaient modernes et agréables, mais un jour, nous avons été envoyés dans une vieille ville du sud du pays, dans un établissement partiellement rénové. Une grande partie du bâtiment n'était autre que l'ancien hospice public, ou sanatorium, si l'on peut l'appeler ainsi. Les plafonds s'écroulaient, les murs étaient fissurés, et tout donnait une impression de ruine. L'un de mes passe-temps consistait à passer mes soirées à jouer au domino avec l'infirmière en chef et le gardien de nuit, et parfois je les accompagnais dans leur ronde. Une nuit, j'étais avec Pasquale à explorer l'une des vieilles ailes du bâtiment lorsque je sentis soudain l'envie irrépressible de me retourner. Et c'est là que je le vis, une silhouette blanchâtre et brumeuse, immobile devant une chambre condamnée qui m'avait toujours donné la chair de poule. Je serrai alors la main de Pasquale avec force. Lui, d'un ton parfaitement calme, me dit de ne pas regarder. Selon lui, cette apparition adorait effrayer les gens, et si on la fixait trop longtemps, elle pouvait entrer en vous. À cet instant, j'étais plus terrifié par son calme déconcertant que par le spectre lui-même. Finalement, je pris l'habitude de contourner cette partie du bâtiment. J'avais trouvé un chemin derrière les constructions, à travers les buissons, là où les ambulances se garaient autrefois. Je préférais braver les broussailles plutôt que de passer à nouveau devant cette chambre maudite. Quand j'étais petit, j'avais dans ma chambre une grande commode en bois massif, lourde et ancienne. Elle n'était pas très haute mais assez longue, et je l'avais placée contre le mur de manière à ce qu'un de ses côtés soit orienté vers ma porte. Comme tout meuble d'enfant, son dessus était recouvert de petits objets bien rangés, des figurines, des jouets, des souvenirs fragiles que je voulais garder à portée de main. Le sol de ma chambre était recouvert de moquettes et je dormais toujours avec la porte fermée. Une nuit, sans aucune raison apparente, la commode a basculé. Mais au lieu de tomber en avant, ce qui aurait semblé logique, elle est tombée d'un bloc sur le côté, pivotant sur 180 degrés et s'écrasant juste devant ma porte. Tous mes objets ont glissé et se sont répandus sur la moquette. Ma mère a accouru en entendant le vacarme, mais elle n'a pas pu ouvrir la porte parce que la commode la bloquait complètement. Je me suis réveillé dans la panique en entendant ses appels. Finalement, en poussant de son côté et moi en tirant de l'intérieur, elle a réussi à entrouvrir juste assez pour se glisser dans la chambre et déplacer le meuble afin de m'atteindre. Contre toute attente, rien n'avait été cassé, même pas les figurines en verre qui auraient dû se briser au moindre choc. Le lendemain, mon père a redressé la commode et nous avons repris le cours de notre vie comme si c'était un simple incident. Des années plus tard, en repensant à cette nuit, j'ai demandé à ma mère si je n'avais pas inventé ou exagéré le souvenir. Je pensais qu'elle allait me dire que la commode avait simplement basculé vers l'avant ou qu'un détail m'avait échappé. Mais non, elle se souvenait parfaitement de cette soirée, et pour elle aussi la commode avait bel et bien chuté de côté, de manière inexplicable. Puis elle a ajouté une précision qui m'a glacé. Elle m'a confié qu'avant d'entrer, elle croyait m'avoir entendu sauter sur le lit, et c'est cette impression qui lui avait fait penser que le meuble avait pu se renverser. Pourtant, je dormais profondément, et je n'ai jamais compris d'où venait ce bruit qui ressemblait à des bonds répétés dans ma chambre. Ma grand-mère était agent immobilier dans le Rhode Island. Un été, alors que je séjournais chez elle, elle dut m'emmener visiter une maison qu'elle envisageait de mettre en vente. Cette demeure était singulière,
Elle avait une forme circulaire. Toutes les pièces s'alignaient sur l'extérieur et communiquaient les unes avec les autres, tandis qu'en son centre se trouvait un petit jardin ouvert sur le ciel. Ma grand-mère monta à l'étage et je restai en bas, décidé à faire le tour complet du cercle. C'est à ce moment que les choses commencèrent à mal tourner. Après avoir parcouru une boucle entière, je constatai que je n'avais pas trouvé l'escalier. Pensant m'être trompé, je continuai vers la pièce suivante, mais rien n'y faisait. L'escalier restait introuvable. La panique commença à monter et je me mis à courir dans la maison, vérifiant chaque pièce à toute vitesse, mais il n'y avait nulle part d'accès vers le haut. Finalement, épuisé et terrifié, je me laissai tomber près de la porte d'entrée et me mis à pleurer. Un peu plus tard, ma grand-mère surgit soudain dans le vestibule. Son visage exprimait la même panique que celle que je venais de ressentir. Elle m'expliqua qu'elle me cherchait partout, persuadée que je me cachais volontairement et que je refusais de répondre à ses appels. Pourtant, je n'avais rien entendu. Pendant tout ce temps, la maison m'était apparue étrangement silencieuse, comme figée, au point que j'avais cru qu'elle m'avait oublié et abandonné là. Nous étions rentrés ensuite, sans vraiment en reparler. Près de 15 ans plus tard, j'évoquai à nouveau ce souvenir avec ma mère, cherchant à savoir s'il s'agissait d'un simple cauchemar d'enfance. Elle se rappela parfaitement l'épisode. Ma grand-mère l'avait appelée ce jour-là, bouleversée et terrifiée, incapable d'expliquer ce qui s'était produit. Elle avait cru m'avoir perdu ou qu'on m'avait enlevé pendant qu'elle s'était absentée quelques instants. Elle avait apparemment cherché longtemps avant de me retrouver. Quand j'étais enfant, ma mère travaillait dans une petite épicerie de notre ville. Les jours où elle avait l'après-midi de libre, elle passait tôt le matin au magasin pour acheter du pain et des pâtisseries fraîches avant de me réveiller pour l'école. Comme à son habitude, après m'avoir tiré du lit, elle me demandait comment j'avais dormi et si j'avais fait un rêve. Ce matin-là, je lui ai raconté que j'avais rêvé de deux hommes qui entraient par effraction dans l'épicerie et qu'ils laissaient tomber un tournevis rouge sur le sol en repartant. Ma mère est restée figée, visiblement choquée par ce que je venais de dire. Elle n'avait pas pu acheter de produits ce matin-là justement parce qu'il y avait eu un cambriolage pendant la nuit. Elle ne savait encore rien des détails, n'ayant pas eu l'occasion de parler ni avec la police ni avec ses collègues. Elle a gardé pour elle son étonnement et m'a laissé partir à l'école comme si de rien n'était. Ce n'est qu'en rentrant de son service, le soir, qu'elle m'a confié la suite. Les policiers avaient effectivement trouvé un tournevis sur la scène du cambriolage, et il était bien rouge, exactement comme dans mon rêve. C'était dans une petite ville d'Europe, au début des années 90, à une époque où il n'y avait ni caméra de surveillance ni moyens d'enquête sophistiqués, et les cambrioleurs n'ont jamais été arrêtés. L'expérience restait pourtant troublante. Le lendemain, ma mère, amusée mais encore intriguée, m'a même demandé de remplir un ticket de loterie, pensant que j'avais peut-être un don particulier. Évidemment, nous n'avons rien gagné, et je n'ai plus jamais refait de rêve de ce genre. Quand j'étais enfant, ma famille vivait dans une maison bleue à la forme étrange. Une année, cette maison fut complètement ravagée par une inondation. On dut même abattre un mur entre le salon et la cuisine. Après ces travaux, il était possible de voir tout le long du couloir jusqu'à la porte de la chambre de mes parents. Cette maison était étrange, faute d'un meilleur mot. J'étais un très mauvais dormeur et je me réveillais souvent en pleine nuit. Quand je n'arrivais pas à me rendormir, j'allais dans le salon pour regarder des dessins animés, le volume au minimum. Un matin, je me trouvais assis dans un fauteuil, les pieds posés contre une fenêtre. Je n'avais pas vraiment de raison, j'étais simplement un enfant de 8 ou 9 ans qui ne réfléchissait pas à ce genre de choses. Depuis ce fauteuil, je pouvais voir par-dessus le comptoir de la cuisine et distinguer le couloir qui menait à la chambre de mes parents. C'est alors qu'un mouvement attira mon attention. Je levai les yeux et vis la silhouette sombre d'un homme qui avançait dans ma direction, près de la porte de mes parents. Pensant qu'il s'agissait de mon père, j'eus un instant la conviction que c'était lui qui venait vérifier si le son de la télévision l'avait réveillé, car il avait toujours eu le sommeil très léger. Pourtant, il n'y eut aucune réaction. Quelques secondes plus tard, mon pied traversa la vitre de la fenêtre.
J'avais probablement fait un geste maladroit, mais sur le moment, la peur me saisit et je me mis à hurler. Mes parents accoururent aussitôt, réveillés par mes cris, pour comprendre ce qui se passait à 4h30 du matin. Dans la panique, je n'y pensais pas immédiatement, mais bien plus tard je compris que ce que j'avais vu ne pouvait pas être mon père. Il était sorti de la chambre précipitamment après mon cri, et surtout, la carrure de cette silhouette se distinguait nettement de la sienne, les épaules se trouvaient bien plus hautes. Des années plus tard, alors que nous avions quitté cette maison bleue depuis longtemps, je passais du temps avec ma mère et nous évoquions nos souvenirs. La maison revint dans la conversation et j'avouai qu'elle m'avait toujours mis mal à l'aise, qu'il s'y passait des choses étranges lorsque j'étais enfant. À ma grande surprise, ma mère me répondit avec naturel qu'elle aussi avait vu l'homme ombre. C'est une histoire un peu embarrassante dans ma famille, mais elle est restée gravée dans les mémoires. Après la naissance de ma sœur et moi, ma mère avait choisi de mettre un stérilet, ne voulant pas d'autres enfants. 4 ans plus tard, alors qu'elle marchait dans la rue, un prêtre l'a arrêtée brusquement. Sans détour, il lui a demandé pourquoi elle essayait de contrarier la volonté de la déesse Durga, ajoutant que la déesse voulait lui offrir un fils. Ma mère a été bouleversée par cette rencontre imprévue, car elle n'avait jamais parlé de sa situation personnelle à personne. Ce n'était pas que ma famille refusait l'idée d'avoir un garçon, au contraire l'obsession culturelle pour les fils était bien réelle, mais mes parents ne voulaient pas courir le risque d'avoir une autre fille et avaient décidé d'arrêter là. Quelques jours plus tard, un kirtan, une sorte de prière musicale, s'est tenue dans notre quartier. Au milieu des chants et des tambours, une femme, que ma mère ne connaissait pas, est entrée en transe. C'était ce qu'on appelle chez nous Matahana, une possession par la déesse, où la personne en transe se met à parler d'une voix différente et à délivrer des messages. La scène était effrayante et solennelle à la fois. Devant tout le monde, cette femme a fixé ma mère, s'est avancée vers elle et lui a tendu une pomme. Elle lui a ordonné de la manger et de se débarrasser de cette chose étrangère dans son corps, parlant du stérilet, puis elle lui a dit que la déesse voulait absolument lui donner un fils et qu'il était impensable de refuser un tel cadeau. L'histoire a fait le tour de la petite ville en quelques heures. Les gens se sont mis à commenter la vie intime de mes parents, comme si cela concernait tout le monde. Ma mère, malgré la pression et les rumeurs, n'a pas cédé tout de suite. Mais plus tard, mes parents sont allés voir un autre prêtre, un homme qu'ils respectaient profondément et qu'ils considéraient comme leur guide spirituel. Lui aussi leur a dit qu'ils devraient accepter ce qui était destiné à arriver. Moins d'1 an plus tard, ma mère donnait naissance à mon frère. Les 9 mois qui ont précédé ont été suivis avec excitation par toute la ville, chacun spéculant sur le sexe de l'enfant. Quand mon frère est né, c'était comme si la prophétie s'était réalisée et l'événement a marqué les esprits bien au-delà de notre famille. Quand j'avais 9 ou 10 ans, mon père m'avait emmené rendre visite à un vieil ami chasseur. Mes parents étaient divorcés et mon père vivait dans une autre région du pays, si bien que, même si je connaissais cet homme depuis que j'étais tout petit, je ne partageais ni ses passions ni celles de mon père. Cet ami était marchand d'armes et possédait de nombreux catalogues, à l'époque où Internet n'était pas encore répandu, pour commander des balles, des chargeurs, des fusils et autres équipements. Mon père et lui pouvaient passer des heures à feuilleter ces pages pour décider de ce qu'il voulait acheter. Ce jour-là, nous étions arrivés assez tôt et mon père m'avait annoncé qu'au bout d'1 heure ou 2 nous irions tous prendre un petit déjeuner chez Hardet, avant de partir tirer sur des pigeons d'argile. Moi, encore enfant, je ne m'intéressais guère aux armes ni à la chasse. Je m'ennuyais à mourir et je m'étais mis à errer dans la maison, lisant les magazines de jeux vidéo que j'avais apportés avec moi. Le temps avait filé rapidement, et l'heure ou 2 promise était déjà largement passée sans que rien ne bouge au sous-sol. J'étais allé leur demander s'ils comptaient bientôt partir. L'ami de mon père m'avait alors suggéré d'aller voir dans le réfrigérateur de la cuisine si je trouvais quelque chose à grignoter. J'avais ouvert la porte, mais n'avais rien trouvé d'appétissant. En revanche, sur la table, un beau fruit rouge avait attiré mon attention. Un instant plus tard, je l'avais saisi, décidé à le croquer pour patienter. C'est alors qu'une femme était entrée dans la pièce. Elle m'avait arrêté, m'avertissant que les fruits du saladier n'étaient pas comestibles mais en cire.
Je l'avais remercié pour son avertissement et j'avais repris mes déambulations dans la maison en attendant que nous partions enfin. Une trentaine de minutes plus tard, je m'étais de nouveau rendu au sous-sol pour demander quand nous irions chez RDS. L'ami de mon père m'avait demandé si j'avais encore faim après avoir fouillé leur réfrigérateur. J'avais expliqué que j'avais bien failli manger une pomme, mais que sa femme m'avait prévenu à temps qu'il s'agissait de cire. À ce moment-là, ils m'avaient tous deux regardé avec stupeur. Après un long silence, mon père m'avait révélé que sa femme était décédée récemment. Incrédule, j'étais remonté dans la maison, décidé à la retrouver pour prouver qu'il me faisait une mauvaise blague. Mais elle avait bel et bien disparu, introuvable. Près de 30 ans plus tard, avant de mourir, mon père me soutenait encore que j'avais tout imaginé. Pourtant, je le savais, elle m'avait bien dit de ne pas croquer ce fruit de cire. Il m'arrive encore de repenser à une expérience étrange que j'ai vécue avec ma mère. Nous revenions de chez ma grand-mère à Chicago, à la tombée du jour. En traversant un quartier résidentiel un peu à l'écart du centre, tout semblait normal jusqu'au moment où, sans prévenir, les lumières de la voiture se sont allumées d'elles-mêmes. Mais ce n'était pas seulement visuel. Elles se sont accompagnées d'un son assourdissant, comme un bourdonnement puissant qui montait en intensité, une résonance presque harmonieuse mais insupportable. Je ne savais même pas que des lumières pouvaient émettre un bruit pareil. En l'espace de quelques secondes, le son est devenu insoutenable, puis tout s'est arrêté d'un coup, la voiture s'est éteinte entièrement. Nous avons alors remarqué que ce n'était pas seulement notre véhicule. Autour de nous, tous les lampadaires avaient explosé ou s'étaient éteints en même temps. Même le feu de circulation devant nous et ceux plus loin clignotaient comme lors d'une coupure générale d'électricité. Pourtant, il n'y avait personne d'autre dans la rue à ce moment-là. C'était comme si une onde invisible avait balayé l'endroit. Ma mère a redémarré la voiture et, sans comprendre ce qui venait de se passer, nous avons repris la route. Une quinzaine de minutes plus tard, alors que nous roulions sur l'autoroute, la voiture s'est de nouveau éteinte brusquement. Heureusement, ma mère a eu le réflexe de se ranger sur le bas-côté. Après quelques instants de flottement, elle a tenté de redémarrer et, cette fois encore, tout a fonctionné comme si rien n'était arrivé. Le reste du trajet s'est déroulé normalement. De retour à la maison, j'ai cherché des témoignages ou des explications sur Internet, en espérant trouver d'autres personnes qui auraient vécu la même chose à Chicago à cette période-là. Mais je n'ai rien trouvé, aucune information, aucun rapport. Encore aujourd'hui, je n'ai pas la moindre idée de ce qui a provoqué cet incident, et ce souvenir reste suspendu dans le mystère. C'était dans les années 70, j'avais environ 5 ans, l'âge où je croyais encore au Père Noël. Nous vivions à la campagne. Les portes n'étaient jamais verrouillées et, comme c'était l'été, non seulement la porte d'entrée restait ouverte, mais toutes les fenêtres aussi. Il était donc très facile de pénétrer dans la maison. Au milieu de la nuit, ma mère a entendu un bruit. Elle a réveillé mon père, mais il a répondu que ce n'était rien. Quelques minutes plus tard, elle l'a secoué à nouveau en lui demandant s'il avait entendu. Il a encore nié. Puis, soudain, de la musique de banjo a résonné dans le salon. Cette fois, ma mère l'a pressé, et moi-même j'entendais la mélodie depuis ma chambre. Je suis sorti en même temps que mes parents. Lorsqu'ils ont allumé la lumière du salon, j'ai vu un vieil homme aux cheveux blancs et à la barbe épaisse, assis dans un fauteuil, en train de jouer du banjo. Il portait un chapeau et une veste brune. Ce fauteuil se trouvait à l'endroit exact où, en hiver, nous installions toujours notre sapin de Noël. Dans mon esprit d'enfant, cela ne pouvait être que le Père Noël venu nous rendre visite en été. J'ai crié son nom et j'ai couru vers lui, mais ma mère a hurlé non et m'a retenu. La suite, je ne l'ai apprise que bien plus tard. Mon père avait demandé à l'homme ce qu'il faisait chez nous. Il s'était présenté comme un vagabond fatigué qui cherchait seulement un endroit pour se reposer, pensant que la maison était vide parce qu'elle était plongée dans le noir, malgré la présence des voitures dehors. Mon père lui avait expliqué que, pour moi, il ressemblait au Père Noël et qu'il voulait transformer la situation. Il lui avait dit de vider ses poches pour prouver qu'il n'avait pas d'armes, puis de jouer le jeu, octer un ho-ho,
me demander si j'avais été une gentille fille, pendant que ma mère préparait de quoi manger, et qu'ensuite il le conduirait jusqu'à la gare routière Greyhound en lui donnant un peu d'argent pour rejoindre une autre ville. L'homme avait admis avoir un couteau dans son sac, mais sans intention de s'en servir, et avait accepté les conditions. Mon père m'a rappelé, et j'ai pu passer un moment avec ce Père Noël d'été. Il a joué quelques chansons de Noël au banjo, puis même un air d'Elvis, ce qui me laissa bouche bée. Fasciné, je lui ai dit que je voulais un banjo pour Noël. Il a plaisanté en disant « peut-être », avant de sortir un harmonica de sa poche et de me l'offrir. Ma mère, horrifiée par l'idée de la salive du vagabond, l'a immédiatement confisqué. Il m'a ensuite renvoyé me coucher avec un sourire bienveillant. Pendant ce temps, ma mère l'a nourri, et mon père lui a donné de l'argent ainsi que des provisions, comme du jerky de cerf, avant de le conduire à la gare la plus proche. Des années plus tard, adolescente, je me souvenais de cette nuit avec nostalgie. Je croyais que mes parents avaient embauché un faux Père Noël pour me réconforter, car j'avais traversé un été difficile à cause de problèmes de santé. Quand j'ai évoqué ce souvenir avec ma mère, elle m'a avoué que cette histoire lui donnait encore la chair de poule. Elle m'a raconté toute la vérité. Pourtant, dans mon esprit, ce n'était pas un intrus, ni une menace. Je préfère toujours garder l'image magique de cette nuit, celle où le Père Noël était venu me rendre visite hors saison, avec son banjo et ses chansons. Quand ma famille est allée dans la région montagneuse de Géorgie, nous avions loué un petit chalet. Il y avait 2 chambres, alors mon frère et moi avons pris l'une et mon père a dormi dans l'autre avec sa copine. En pleine nuit, je me suis réveillé et j'ai vu 3 silhouettes dans notre chambre. Elles étaient immobiles, chacune à un endroit différent, mais aucune ne pouvait être aperçue depuis l'entrée de la pièce. J'ai secoué mon frère pour qu'il se réveille et quand il a ouvert les yeux, il les a vues aussi. Pris de panique, nous avons crié pour appeler notre père. Il est arrivé presque aussitôt et quand nous lui avons montré du doigt l'endroit où elle se tenait, il a refusé de poser les yeux dessus. C'était comme s'il savait qu'elles étaient là mais qu'il n'osait pas les affronter. Nous l'avons supplié de regarder, mais il nous a simplement ordonné de nous cacher sous les couvertures, d'attendre en silence et de ne plus poser de questions. Mon frère et moi tremblions sans comprendre pourquoi lui-même semblait plus terrifié que nous. La nuit a paru interminable et nous n'avons pas osé ressortir de sous les draps jusqu'au matin. Rien n'avait bougé quand la lumière du jour a traversé la fenêtre, mais l'attitude de notre père est restée dans nos esprits. Ce silence, ce refus de confirmer ce que nous avions vu, c'était pire que la peur elle-même. Avec les années, nous en parlons encore, et à chaque fois mon frère frissonne, comme si les silhouettes pouvaient réapparaître rien qu'en évoquant cette nuit-là. Quand ma grand-tante est décédée, mon père a hérité de nombreuses antiquités et objets de famille. Parmi eux se trouvaient plusieurs portraits anciens, dont certains avaient une allure inquiétante. L'un d'eux, en particulier, me donnait la sensation d'être hanté. Je l'appelais Tante Jane. À mes yeux, c'était un fantôme bienveillant. J'avais environ 12 ans à l'époque, un âge où l'on est censé avoir déjà abandonné les histoires inventées de ce genre, mais je persistais. Personne ne savait vraiment comment réagir, moi y compris. Peu après l'arrivée du portrait, j'ai eu l'impression que Tante Jane me demandait de retrouver une photo d'elle plus jeune et de l'exposer quelque part, car elle se trouvait trop vieille sur le grand tableau. Mon père pensait sans doute que je me montrais fantasque, mais comme j'insistais, il m'a laissé chercher. Nous avons fouillé brièvement, sans rien trouver. J'ai finalement choisi un autre portrait d'elle pour la satisfaire, même si ce n'était pas celui qu'elle avait réclamé. Comme je n'avais pas le droit de manipuler les antiquités à ma guise, j'ai abandonné mes recherches et les portraits sont partis au grenier. 20 ans plus tard, lors d'une visite chez mes parents, j'ai ressenti une étrange impulsion, il fallait que je monte au grenier. Là, devant les cartons d'héritage, une petite voix intérieure s'est imposée. Elle disait que je devais absolument ramener ces photos chez moi, immédiatement. J'habitais alors un appartement sans véritable espace, mais je n'ai pas résisté. J'ai demandé à mon père si je pouvais prendre les photos pour les numériser, et il a accepté. Peu de temps après, moins d'1 an plus tard, une tornade s'est abattue sur la maison familiale, arrachant le toit et exposant le grenier aux intempéries.
En apprenant cela, je n'ai pu m'empêcher de penser que j'avais eu une chance inouïe d'avoir emporté les photos à temps. Un jour, alors que je scannais patiemment les images, je suis tombé sur elle. Tante Jane. L'émotion m'a submergé. J'étais convaincu de la reconnaître aussitôt, et en même temps je tentais de me raisonner, peut-être que c'était juste une ressemblance due aux coiffures et aux modes de l'époque. Mais en retournant la photo, j'ai découvert son nom inscrit au dos. Le même jour, j'ai appelé mon père et lui ai demandé s'il se souvenait de l'histoire du « fantôme de Tante Jane ». Il a confirmé et m'a dit que le grand portrait se trouvait toujours exactement là où nous l'avions laissé. Il m'a envoyé une photo du tableau. Bien que l'arrière de ce dernier ne soit pas identifié, nous sommes tous les deux persuadés qu'il s'agit de la même personne. Je ne m'en souviens pas vraiment moi-même, mais c'est une histoire que ma mère m'a racontée plusieurs fois. Mon grand-père est mort quand j'avais à peine 1 an. Avant sa mort, il adorait jouer avec moi et il avait cette façon bien à lui de me faire rire aux éclats, un rire particulier que je n'avais qu'avec lui. La nuit de son décès, ma mère m'a entendu faire du bruit dans ma chambre. Pensant que je pleurais, elle est venue voir ce qu'il se passait. Quand elle a ouvert la porte, elle s'est figée. Je n'étais pas en train de pleurer, j'étais allongé sur mon lit, les yeux fixés vers le plafond, et je riais aux éclats, exactement comme je le faisais quand mon grand-père me faisait rire. Ma mère est restée là, troublée, incapable de bouger pendant quelques instants, car c'était le même rire, le même son, comme si lui seul avait pu le déclencher. Elle en est restée convaincue jusqu'à aujourd'hui. Cette nuit-là, il était venu me dire au revoir, d'une manière douce et rassurante, comme il l'avait toujours fait en jouant avec moi. Quand j'avais environ 7 ans, mes parents ont acheté une vieille villa datant du début des années 1900. Ils l'ont fait couper en 2, transporter à 1 heure de là sur leur terrain, puis restaurer. C'était une maison impressionnante, avec des colonnes et des arches décoratives dans le couloir central, des moulures ornementales autour des luminaires au plafond qui faisaient près de 3 mètres de haut, et même des contrepoids en acier suspendus à des cordes dans les châssis de fenêtres coulissantes. Lors de la première visite, avant le déplacement de la maison, tout l'intérieur était vidé. Il n'y avait plus que les murs, les sols et la toiture. Pourtant, dans la pièce de devant, près des fenêtres, un vieil homme d'environ 80 ans était assis dans un grand fauteuil à haut dossier, raide comme une statue, un journal ouvert devant lui. Je me souviens lui avoir parlé depuis l'embrasure de la porte, mais il m'avait totalement ignoré. Je l'avais pris pour un vieux monsieur grincheux, pas très intéressé par les enfants. Quand j'ai demandé à ma mère qui il était et pourquoi il restait planté là, elle m'a répondu de ne pas dire de bêtises et m'a ramené dans la pièce. Elle était vide. Cela m'avait laissé complètement perplexe. Après notre installation, les nuits ont commencé à devenir étranges. La maison était chauffée par une chaudière au diesel située dehors, qui envoyait de l'eau chaude dans les radiateurs grâce à un réseau de tuyaux sous le plancher. On m'avait expliqué que les craquements nocturnes venaient du bois et des tuyaux qui chauffaient, mais les bruits ne correspondaient pas. Pendant 15 à 20 minutes, chaque nuit, on entendait des craquements réguliers, pièce par pièce, comme si quelqu'un marchait en faisant grincer le parquet. Et surtout, il y avait ces pas, clairs et lents, dans le couloir, allant et venant, alors que personne ne s'y trouvait. Ma sœur et moi partagions une chambre. Chaque soir, notre père passait parfois la tête par l'entrebâillement pour vérifier si nous dormions, et nous rappelait à l'ordre si nous étions encore en train de jouer à la Game Boy. La lumière du bureau, dans le couloir, projetait son ombre lorsqu'il apparaissait. Mais un soir, au lieu de l'ombre imposante de mon père, c'est une silhouette plus petite, mais plus grande que celle de ma mère, qui s'est dressée dans l'encadrement de la porte. Je n'avais jamais connu pareille peur, mon corps était paralysé, incapable de bouger ou de détourner le regard. Les nuits suivantes, l'homme réapparaissait. Il restait planté à la porte, scrutant nos lits tour à tour, comme pour s'assurer que nous dormions. Parfois, il levait même la main pour nous faire signe de nous endormir, avant de repartir lentement et silencieusement vers la pièce de devant, celle où je l'avais vu la toute première fois assis dans le fauteuil. Pendant des années, cette pièce est restée vide, à part un simple salon de fortune. Avec le temps, la peur s'est atténuée.
Il arrivait de l'apercevoir au coin de l'œil, immobile dans le couloir, observant calmement. Sa présence n'a jamais cessé, et cela a duré jusqu'à notre départ, une quinzaine d'années plus tard, quand la maison a de nouveau été déplacée. Bien des années après, ma sœur a évoqué le souvenir du monsieur dans l'embrasure de la porte. Mes parents ont confirmé, sans détour, qu'eux aussi savaient qu'il était là, comme un gardien qui veillait sur sa maison. Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais il m'est impossible de donner une autre explication à ces apparitions récurrentes, à ces gestes, à cette impression de présence aussi réelle qu'impossible. Rien ne pourra jamais m'enlever cette conviction. Quand j'avais environ 11 ans, ma mère et moi devions aller chez l'orthodontiste, à une quarantaine de miles de la ville. C'était une routine bien établie, ce trajet durait toujours une trentaine de minutes, parfois un peu plus selon la circulation. Ce jour-là pourtant, quelque chose d'étrange s'est produit. Assis sur le siège passager, j'ai fini par me perdre dans mes pensées, je regardais la route défiler sans vraiment y prêter attention. Lorsque nous sommes arrivés devant le cabinet, ma mère et moi avons eu la même réaction, c'était incroyablement rapide. Nous étions en avance, bien plus tôt que d'habitude, alors que nous étions partis à l'heure habituelle. Intriguée, elle a vérifié l'horloge de la voiture, puis son propre poignet où brillait sa montre. Les deux confirmaient la même chose, le trajet n'avait pris qu'une dizaine de minutes au lieu de 35. Nous n'avions aucun souvenir particulier de ce laps de temps, rien qui aurait pu expliquer cette différence. Pas de route vide à perte de vue, pas d'événement marquant, juste un trou étrange dans la continuité du trajet. Nous nous sommes regardés, partagés entre la curiosité et une certaine inquiétude, car il était évident que quelque chose d'anormal venait de se produire. J'ai été élevé uniquement par ma mère. Quand j'avais 6 ans, je faisais souvent un rêve étrange et récurrent. Dans ce rêve, j'étais un homme adulte, vêtu d'un équipement complet de motard, et je roulais à toute vitesse sur une moto le long d'une route bordée d'une haute falaise. Je conduisais trop vite et je pris un virage brutal. À ce moment-là, un semi-remorque surgissait de nulle part, roulant droit vers moi sur ma voie. Je tentais une manœuvre désespérée pour éviter l'impact, mais si je tournais davantage, j'allais basculer dans le vide. J'ai trop corrigé mon geste, et la moto a glissé sous le camion tandis que le conducteur essayait lui-même de reprendre le contrôle de son véhicule. Dans la chute, j'ai ressenti la douleur de mon genou frappant le bitume, puis un choc violent à la tête contre une partie du dessous du camion. Je voyais les roues s'approcher. Ce cauchemar m'a hanté de mes 6 à mes 10 ans, puis il a complètement disparu. J'avais eu le temps d'en parler des dizaines et des dizaines de fois à ma mère. Quand j'ai eu 17 ans, l'agence chargée de la pension alimentaire a fini par retrouver mon père. C'est à ce moment-là que nous avons appris qu'il était en réalité l'homme de mon rêve. Il avait eu un grave accident de moto, exactement comme celui que je décrivais. Il en était sorti paralysé de la taille aux pieds et avait passé plusieurs années dans le coma, justement entre mes 6 et mes 10 ans, la période où je faisais ce cauchemar. Il n'a pas voulu renouer avec moi et a supplié qu'on le décharge de toute responsabilité financière. Nous avons fini par accepter, et moi, je n'attendais plus rien de lui. Mais ce qui m'a marqué à vie, c'est d'avoir su décrire avec autant de précision un accident réel arrivé à un homme que je n'avais jamais rencontré. Quand j'étais petit, il paraît que j'avais parfois des interactions étranges avec les animaux. J'arrivais à savoir qu'une maison avait des animaux avant même qu'on y entre, et souvent ils venaient vers moi avant d'aller vers mes parents. C'était de petites choses qui, avec du recul, pouvaient s'expliquer par le fait que j'étais simplement un enfant très observateur. Mais il y a un souvenir qui a marqué mes parents plus que les autres. Nous étions allés dans un nouveau garage automobile pour faire réparer la voiture. En entrant dans le hall, un grand labrador noir était allongé au milieu de la pièce. Le propriétaire nous a dit que le chien était habitué aux gens et que nous pouvions le caresser si nous le voulions. Je l'ai regardé puis j'ai secoué la tête. J'ai dit calmement, il est triste. Mon père m'a regardé avec curiosité et m'a demandé pourquoi je pensais cela. Sans hésiter, j'ai répondu, il a perdu sa balle, il est triste maintenant.
Mon père s'en souvient encore très bien, car à ce moment-là, le propriétaire du garage a blêmi. Il m'a fixé quelques secondes, puis il s'est tourné vers mon père et a dit d'une voix basse, « Ce chien avait une balle préférée depuis 10 ans, et hier elle est tombée dans une bouche d'égout. Je n'ai pas pu la récupérer. » Ce silence qui a suivi, avec ce labrador qui restait étendu, les yeux à moitié fermés comme s'il comprenait, a laissé mes parents troublés. Un jour, mes fils jumeaux identiques ont fait exactement le même rêve au même moment. Je devais effectuer un trajet en voiture d'environ 6 heures aller-retour. Comme je n'avais pas de baby-sitter, ils sont venus avec moi. Ils ont dormi presque tout le long du voyage. À mi-chemin du retour, je me suis arrêté dans une aire de repos et j'ai décidé de les réveiller pour qu'ils aillent aux toilettes. Je me suis retourné vers eux et, avant même que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, ils ont entrouvert les yeux en même temps et se sont redressés légèrement. Puis ils se sont mis à parler d'une seule voix, parfaitement synchronisée. Ils m'ont expliqué qu'ils devaient me raconter le rêve qu'ils venaient de faire. Ils étaient sur l'autoroute et avaient vu 3 tas d'os. L'un représentait l'un des jumeaux, l'autre son frère, et le dernier portait mon prénom et mon nom complet. L'un d'eux avait essayé de leur parler, mais c'était comme si les autres ne pouvaient ni l'entendre ni le voir. Il n'avait que 3 ans à cette époque. Il utilisait encore le mot Bouba pour dire « frère » et m'appelait toujours Dada. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que je ne savais même pas comment il pouvait connaître et prononcer mon prénom et mon nom de famille. J'étais convaincu qu'ils étaient encore à moitié endormis quand ils ont dit ça. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il leur arrive encore de faire des cauchemars. Quand je vais les réconforter, ils s'assoient dans leur lit, vacillent un peu d'avant en arrière, le regard vide, et me décrivent leurs rêves. Pourtant, lorsque je leur parle, ils n'entendent absolument rien. Ce jour-là, j'étais tellement bouleversé qu'il m'était impossible de reprendre le volant immédiatement. Nous sommes restés garés une vingtaine de minutes avant de poursuivre la route. Dans la maison où j'ai grandi, il y avait un phénomène étrange qui se produisait chaque nuit, toujours aux alentours de minuit. De lourds pas résonnaient dans le couloir, comme si quelqu'un marchait avec force d'un bout à l'autre, plusieurs fois de suite. Au début, je pensais que c'était mon père qui se levait au milieu de la nuit. Parfois, je passais la tête hors de ma chambre pour le surprendre, mais le couloir était toujours vide, plongé dans l'ombre. Et quand je retournais me coucher, j'entendais son ronflement régulier dans sa chambre, preuve qu'il n'avait pas bougé. C'était une étrangeté constante qui faisait partie de notre quotidien. Chacun dans la maison pouvait témoigner de ces pas nocturnes. Ma mère les entendait, mon père aussi, et même mes frères et sœurs. Nous en parlions parfois, presque avec désinvolture, comme si c'était normal. Finalement, cela devenait une sorte d'habitude, un bruit attendu, un rituel du silence de la nuit. Avec le temps, nous avons fini par l'accepter, comme si la maison avait sa propre respiration, ses propres habitudes. Personne n'a jamais cherché à en comprendre la raison, ni à se convaincre qu'il y avait une explication rationnelle. C'était simplement là, aussi familier que le grincement d'une vieille porte ou le vent contre les vitres. Pourtant, même si nous faisions semblant de ne pas nous en soucier, il restait toujours, au fond de nous, une question qui ne trouvait pas de réponse, qui, ou quoi, arpentait ce couloir chaque nuit. Quand j'étais bébé, ma mère avait loué une maison à une amie qui prétendait qu'elle était hantée. Elle n'y croyait pas vraiment, jusqu'à ce qu'elle commence à m'entendre, alors que j'avais à peine 1 ou 2 ans, assis dans mon lit en train de parler avec 2 hommes que j'affirmais voir dans le plafond. Elle pensait d'abord que ma grande sœur laissait souvent la télévision allumée, croyant que les voix venaient de là, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que je répondais clairement à quelqu'un, avec mon langage d'enfant en bas âge. Le dernier mois où nous avons vécu dans cette maison, j'avais un peu plus de 2 ans. Une nuit, alors qu'elle se trouvait dans la salle de bain, située juste en face de ma chambre, elle a entendu un homme parler dans ma chambre. Il était tard, je devais être endormi, et elle a expliqué qu'elle était restée figée sur place, écoutant sans bouger. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que l'homme disait, puis une autre voix masculine s'est fait entendre. À ce moment-là, elle a été envahie par la peur,
priant pour que je dorme profondément et qu'il ne s'agisse que d'un truc qui finirait par repartir sans me faire de mal. Mais elle m'a ensuite entendu répondre. Prise de panique, elle s'est précipitée vers ma chambre, à tel point qu'elle a cru arracher la poignée de la porte, et n'a trouvé que moi, seul, dans mon petit lit. Elle raconte que je l'ai fixée avec l'air le plus contrarié et le plus mécontent qu'un enfant puisse avoir. Elle m'a demandé avec qui je parlais, et j'aurais répondu que je discutais avec les anges. Apparemment, j'étais furieux et j'avais pointé le plafond en lui reprochant d'avoir fait fuir mes interlocuteurs. Je n'ai aucun souvenir de cette période, tout cela vient uniquement de son récit. Aujourd'hui, elle croit toujours aux médiums qu'on voit à la télévision et aux fantômes. De mon côté, j'essaie de garder pour moi mes doutes, en me retenant de lui montrer que les médiums sont probablement des charlatans et que les fantômes n'existent sans doute pas. C'est plutôt l'inverse de ce que vivent la plupart des gens, mais j'ai un souvenir très précis d'une scène qui m'a marqué. J'étais enfant, assis à l'avant d'un van avec une connaissance de ma mère pendant qu'elle était partie chercher quelque chose. L'homme, sans prévenir, s'est mis à me parler en détail d'un sujet qui n'avait rien d'innocent. Il me racontait comment on pouvait découper, cuisiner et manger des êtres humains. D'une voix calme, presque comme s'il parlait d'une recette ordinaire, il expliquait que les paumes des mains étaient un mets délicat qu'on pouvait faire frire comme du bacon. Sur le moment, j'ai écouté sans comprendre toute la gravité de ce qu'il disait. J'étais trop jeune pour remettre ces paroles en question, et j'ai simplement gardé ce souvenir étrange d'un adulte me confiant quelque chose de monstrueux, comme si c'était normal. Ce n'est que bien plus tard, devenu adulte, que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. L'homme ne pouvait qu'inventer, exagérer ou chercher à me troubler volontairement, mais le fait même qu'il ait tenu ce genre de discours à un enfant reste profondément dérangeant. J'étais très jeune quand cela est arrivé, donc ce que je raconte mélange mes propres souvenirs et ce que l'on m'a expliqué plus tard, ce qui rend l'histoire encore plus inquiétante. Ma famille se promenait en voiture dans les bois reculés de la région entre le New Hampshire et le Maine, en automne, pour admirer les feuilles qui tombaient. Nous logions dans un petit chalet et nous avions l'habitude de venir régulièrement dans ce coin. Ce soir-là, nous revenions d'une sortie quand ma mère s'est mise à crier sur mon père qui venait de freiner brusquement. Devant nous, sur une route mal entretenue, perdue au cœur des bois de la Nouvelle-Angleterre et à une heure déjà bien avancée, il y avait un embouteillage étrange. Plusieurs voitures étaient arrêtées dans tous les sens. Je me souviens de l'éclat des phares, très nombreux. Je revois encore le visage de mon père lorsqu'il s'est retourné pour manœuvrer et reculer la voiture. Ma mère, elle, était soudainement devenue complètement silencieuse. Mon père, d'un ton anormalement calme, a seulement dit qu'il détestait les embouteillages. Il a alors fait demi-tour et a repris la route par laquelle nous étions arrivés. Rapidement, nous avons croisé d'autres voitures venant en sens inverse qui clignotaient de leurs phares. L'ambiance avait changé du tout au tout. L'atmosphère joyeuse de la journée avait laissé place à un malaise lourd. Même moi, enfant, je suis passé de bavard et agaçant à complètement silencieux. Le silence pesait. Des voitures ont commencé à surgir derrière nous, klaxonnant et allumant leurs pleins phares. Finalement, elles ont quitté la route et nous avons pu regagner le chalet. Des décennies plus tard, alors que je buvais une bière avec mon père, il m'a demandé si je me souvenais de ce soir-là, dans les bois du Nord, où nous étions tombés sur cet étrange embouteillage. J'ai répondu que oui, sans comprendre pourquoi il ramenait ce souvenir. Il m'a alors confié qu'avec ma mère, ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une embuscade. Des voitures bloquaient volontairement la route pour piéger les voyageurs, les dépouiller et parfois pire encore. Il m'a rappelé les voitures qui essayaient de nous bloquer en revenant derrière nous, celles qui nous suivaient en klaxonnant et en nous éblouissant jusqu'à ce que nous atteignions une route principale. J'ai admis que je me souvenais vaguement de tout cela, mais que je croyais que ce n'était qu'un trafic étrange ou des gens bizarres. Mon père a simplement cessé d'en parler et a changé de sujet, évoquant les arbres du jardin et le fait qu'il valait mieux en planter qui ne perdent pas leurs feuilles, parce que les feuilles étaient une vraie plaie. Le lacet. Un matin,
je me suis réveillé et j'ai découvert qu'un des lacets de mes baskets avait complètement disparu. Seulement sur une chaussure, l'autre était intacte. Je n'ai jamais eu l'habitude d'enlever les lacets de mes chaussures, et cette paire était posée juste à côté de mon lit toute la nuit. Je suis un dormeur extrêmement léger, le moindre bruit me réveille, mais cette nuit-là je n'ai rien entendu. Ma chambre était petite, la porte fermée, et le parquet grinçait dès qu'on posait un pied dessus. J'en suis certain, si quelqu'un était entré, je m'en serais rendu compte. Pourtant, rien n'avait été dérangé dans la maison. Rien n'avait été volé, aucune trace d'effraction, pas le moindre indice. Ma mère n'avait rien remarqué non plus. Et comme elle n'a absolument aucun sens de l'humour, je savais que ce n'était pas une mauvaise blague de sa part. À part elle et moi, personne n'avait les clés de la maison. Nous n'avions pas de souris, pas d'animaux, et il n'y avait aucune trace du lacet disparu. C'était impossible. Et pourtant, le lacet n'était plus là. Ce détail si banal en apparence est devenu l'une de ces énigmes obsédantes qui collent à la mémoire. Quand j'en parle à ma mère aujourd'hui, elle s'en souvient immédiatement, mais refuse de poursuivre la conversation. Elle déteste y penser, car ça la met mal à l'aise, comme si cette histoire touchait à quelque chose de plus profond qu'une simple disparition. Alors, que faut-il croire? Qu'une personne inconnue a pénétré dans la maison en pleine nuit, sans rien voler d'autre qu'un seul lacet, avant de repartir sans laisser de traces. Ou que quelque chose d'inexplicable hantait cette maison, quelque chose d'assez étrange pour s'intéresser à un objet aussi insignifiant. Ce mystère reste entier, et peut-être que c'est justement ce qui le rend si perturbant, on ne saura jamais pourquoi ce lacet a disparu, et c'est ce doute qui continue de nous hanter. Quand j'avais 12 ans, je me suis réveillé en pleine nuit après avoir rêvé que mon grand frère avait eu un accident de voiture. Je suis sorti du lit et j'ai descendu les escaliers pour aller chercher quelque chose à boire. Ma mère était assise dans la cuisine et elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas encore couché. Je lui ai expliqué que j'avais fait un mauvais rêve et que j'avais besoin d'un verre d'eau. C'est au moment où je remplissais mon verre que la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Ma mère est allée voir qui pouvait venir frapper en plein milieu de la nuit. 2 policiers se tenaient là et lui ont demandé s'il pouvait entrer un instant. Je n'entendais pas leur conversation puisqu'ils restaient dans le couloir, alors que moi j'étais encore dans la cuisine. Quand ils sont repartis, ma mère est revenue, le visage livide, et m'a dit que je devais retourner me coucher. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a expliqué que mon frère avait eu un accident et qu'elle devait réveiller mon père pour se rendre à l'hôpital. Je lui ai alors fait remarquer que c'était exactement le mauvais rêve qui m'avait réveillé un peu plus tôt. Elle m'a fixé quelques secondes. Je m'attendais à ce qu'elle me dise d'arrêter de dire des bêtises et d'aller dormir. Au lieu de cela, elle m'a avoué qu'elle aussi avait fait le même rêve. Nous avons donc tous les deux vécu exactement le même cauchemar, celui de mon frère dans son accident de voiture. Et nous nous étions réveillés seulement quelques minutes avant que les policiers viennent frapper à la porte pour nous annoncer la nouvelle. Mon frère a survécu avec de légères blessures. Le lendemain, en voyant les photos publiées dans le journal, tout correspondait en détail à ce que j'avais vu en rêve, la manière dont il avait perdu le contrôle de la voiture, l'endroit où elle s'était retournée la première fois, jusqu'à l'arbre contre lequel elle avait fini sa course. J'ai un souvenir très étrange qui remonte à ma petite enfance. J'avais peut-être 3 ou 4 ans et je me trouvais dans le jardin de ma grand-mère, en banlieue, avec ma cousine du même âge. Nous étions plantés là, fascinés, à regarder quelque chose qui paraissait totalement irréel. Dans le jardin voisin, une file de pingouins s'avançait tranquillement vers un toboggan de piscine. Chacun montait les marches, se laissait glisser dans l'eau, puis nageait jusqu'aux escaliers pour ressortir. Ensuite, ils faisaient le tour de la piscine pour revenir attendre leur tour et recommencer. Pendant des années, je n'ai jamais parlé de ce souvenir. C'était tellement improbable que j'ai fini par me convaincre que j'avais dû en rêver ou que mon esprit d'enfant avait inventé la scène. Des décennies plus tard, j'étais de retour chez ma grand-mère, et par hasard ma cousine était aussi en visite. Nous étions assis à la table de la cuisine, celle qui donnait directement sur le jardin. Un silence s'est installé, chacun regardant distraitement à travers la fenêtre.
C'est alors que cette image est revenue dans mon esprit, et j'ai décidé d'en parler à voix haute. La réaction de ma cousine a été immédiate. Ses yeux se sont agrandis et elle m'a dit qu'elle avait exactement le même souvenir, mais qu'elle l'avait toujours pris pour un rêve. Nous nous sommes regardés, déconcertés, avant que ma grand-mère ne laisse échapper un petit rire. Elle a ajouté tranquillement, le voisin d'un accent grave côté travaillait pour le zoo, vous savez. Ce n'était pas une véritable confirmation, mais c'était suffisant pour semer le doute. Avions-nous réellement vu ce que nous croyions impossible? Même si cet homme travaillait au zoo, pouvait-il vraiment ramener chez lui une douzaine de pingouins pour les laisser jouer dans sa piscine? L'idée semble absurde, et pourtant, ce souvenir partagé existe bel et bien. J'avais 19 ans et je gardais la maison de mes parents, isolée au milieu de nulle part, pendant qu'ils étaient partis en voyage. C'était la fin de l'automne, l'air était frais et humide, et je portais simplement un pantalon de pyjama, un t-shirt et des chaussettes épaisses. Comme chaque soir, j'avais pris soin de tout verrouiller. La maison était petite, il y avait 3 portes donnant vers l'extérieur, dont une grande baille coulissante dans la chambre d'amis où je dormais. Vers 20h30, je me suis installé dans le lit avec un livre. J'avais prévu de lire plusieurs chapitres avant de dormir. Mais après seulement quelques pages, tout bascule. La suite, je ne m'en souviens pas vraiment. Je me revois simplement me réveiller brusquement, en pleine nuit, dehors, en train de hurler et de frapper à la porte de la chambre d'amis pour tenter de rentrer. J'étais complètement nu. Toutes les portes de la maison étaient encore verrouillées, les fenêtres aussi, et la lumière de ma chambre était restée allumée. Pourtant, mes jambes et mes pieds étaient sales, griffés, comme si j'avais couru longtemps dans la forêt. Impossible de comprendre ce qui s'était passé. Pour rentrer, j'ai dû fouiller dans la poubelle et trouver un couvercle de boîte de conserve pour forcer la serrure. Quand j'ai finalement réussi à entrer, il était environ 3 heures du matin. 6 heures s'étaient écoulées depuis le moment où j'avais ouvert mon livre, mais je n'ai aucun souvenir de ce laps de temps. Mon pyjama et mon livre avaient disparu et je ne les ai jamais retrouvés. Je n'avais pas bu, je n'avais pas pris de drogue, je mangeais normalement à la maison, et je n'ai jamais eu d'autres épisodes de ce genre avant ou après. Rien n'indiquait que j'avais été agressé, à part les égratignures sur mes jambes et mes pieds. J'ai raconté toute l'histoire à ma famille, et c'est là que mon frère m'a confié qu'il avait séjourné dans cette chambre quelques semaines auparavant. Il m'a avoué qu'il avait vu d'étranges lumières à travers la fenêtre et entendu frapper à la porte en pleine nuit, mais il avait préféré croire que ce n'était que son imagination et n'en avait jamais parlé. Depuis ce soir-là, je n'ai jamais pu m'expliquer comment j'avais pu sortir de la maison sans ouvrir aucune porte ni fenêtre, ni ce qui m'était réellement arrivé pendant ces heures perdues dans le noir. Quand j'étais enfant, je vivais avec mes parents dans un petit bungalow. Ma chambre se trouvait juste à côté de la leur. J'avais un aquarium avec une lumière que j'utilisais comme veilleuse. La faible lueur de l'eau et le bruit régulier du filtre m'aidaient à m'endormir, c'était rassurant, comme une présence douce dans la nuit. Une nuit pourtant, je me suis réveillé et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. À côté de mon lit, il y avait la silhouette nette d'un homme portant un long manteau et un chapeau haut de forme. Il se tenait immobile, me fixant. Instinctivement, j'ai hurlé de toutes mes forces. Mes parents ont accouru, allumé la lumière et la silhouette avait disparu. Ils m'ont consolé jusqu'à ce que je me rendorme, et je n'ai gardé de cette nuit qu'une image vive et effrayante. Quelques années plus tard, j'ai déménagé ma chambre au sous-sol. Mes parents, de leur côté, ont abattu le mur qui séparait nos chambres pour agrandir la leur. Ils ont gardé leur lit exactement à l'endroit où il se trouvait avant. C'est alors que l'étrange s'est répété. Pendant l'année qui a suivi, je me réveillais régulièrement au son des cris de ma mère. En courant dans les escaliers, j'entendais ses sanglots. Elle avait vu, elle aussi, une silhouette sombre d'homme, figée au même endroit où je l'avais vu enfant. Effrayés, mes parents ont même fini par déplacer leur lit, espérant échapper à cette apparition en changeant l'espace. Mais rien n'y faisait. L'ombre semblait attachée à cet endroit précis, comme si elle n'avait jamais eu l'intention de quitter la maison.
Ma mère m'a raconté une expérience étrange qui lui est arrivée un soir où elle était seule à la maison. Elle téléphonait à mon père, quand tout à coup, elle a ressenti un frisson glacial lui parcourir l'échine, comme si l'air autour d'elle s'était chargé de quelque chose d'invisible. À ce moment précis, mon père, qui était à l'autre bout du fil, lui a dit d'une voix étonnamment calme, « Chérie, commence à enregistrer. » Rien d'autre. Alors elle a pris son téléphone et a lancé une vidéo. Sur l'enregistrement, on entend distinctement la voix de ma mère et celle de mon père, et pourtant, un autre son se superpose. C'est une respiration forte, rauque et régulière, qui ne ressemble pas du tout à un bruit parasite. Elle est bien trop claire, bien trop proche, comme si une personne invisible se trouvait juste à côté. Le plus troublant, c'est que ni ma mère ni mon père ne l'entendaient en direct. Seule la caméra captait cette respiration, qui continuait implacablement, exactement au même rythme, même lorsque mon père parlait. Ce soir-là, l'ambiance dans la maison est restée lourde, mais ce n'était que le début. Le lendemain, quand je suis rentré de l'école, j'ai trouvé un objet posé bien en évidence sur mon lit. C'était un vieux magazine, l'édition d'août 1952 du Autocar Magazine. Intrigué, je l'ai apporté à ma mère, et c'est là que la situation a pris une tournure encore plus mystérieuse. Elle a immédiatement reconnu ce magazine, il appartenait à mon grand-père, décédé depuis plus de 12 ans. C'était le dernier qu'il avait acheté avant de partir en service militaire, et le seul qu'il n'avait jamais jeté. Ma grand-mère l'avait conservé précieusement comme souvenir, mais il avait disparu depuis près de 5 ans, rangé quelque part et oublié de tous. Personne ne savait comment ce magazine avait pu réapparaître dans ma chambre, ni pourquoi ce soir-là précisément. Quand j'avais 10 ans, j'allais souvent rendre visite à un ami qui vivait à environ 6 km de chez moi. Pour y aller, je devais longer un immense champ de maïs, bordé seulement de quelques maisons éparpillées. Après avoir passé du temps chez lui, je reprenais toujours la route à pied pour rentrer. La rue était presque toujours déserte, il était très rare de croiser quelqu'un qui promenait son chien ou un jogger. La plupart du temps, j'étais complètement seul. Ces maisons, au bord du champ, semblaient abandonnées depuis des années. Les fenêtres étaient barricadées, les portes toujours closes, comme si les habitants les avaient quittées du jour au lendemain, sans que personne n'y revienne jamais. Un jour, alors que je marchais pour rentrer chez moi, mon lacet s'est défait. Je me suis penché pour le rattacher, et c'est à ce moment précis que j'ai vu une ombre se projeter au-dessus de moi. Pris de panique, j'ai levé la tête et derrière moi se tenait une vieille femme aux cheveux noirs coupés courts. Elle avait un sourire terrifiant, figé, et tendait la main vers mon épaule, si proche que ses doigts allaient presque me toucher. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai bondi en avant et je me suis mis à courir de toutes mes forces, le cœur battant à m'en déchirer la poitrine. J'ai osé me retourner une seule fois. Elle était toujours là, plantée au même endroit, immobile, mais son sourire effrayant ne quittait pas son visage. Elle me fixait comme si elle attendait que je revienne. Je n'ai pas arrêté de courir avant d'arriver à la maison. Une fois la porte franchie, je me suis effondré en larmes. Mes parents ont essayé de me rassurer, mais quand je leur ai décrit ce que j'avais vu, ils m'ont dit qu'aucune personne ne vivait dans ces maisons-là depuis longtemps. Au fil des années, j'ai continué à passer devant cette maison abandonnée de temps en temps. En 11 ans, je n'ai jamais revu personne dans les environs. Le bâtiment est resté vide, silencieux, figé dans le temps. Quand j'étais enfant, j'ai fait pendant des années le même cauchemar, encore et encore. Je rêvais qu'un groupe d'hommes cruels venait dans notre petite ville la nuit. Ils hurlaient, riaient comme des fous et disaient des choses terribles, qu'ils allaient brûler les maisons, qu'ils allaient tuer des gens, qu'ils allaient choisir quelle famille serait la première à disparaître. Chaque fois, dans mon rêve, mes parents me prenaient par la main, attrapaient mon frère, et nous courions tous les trois dehors, en pyjama, dans la nuit glaciale. Nous nous réfugions dans la forêt, mais ce n'était pas une échappée réconfortante. Il faisait noir, il faisait froid, nous n'avions rien à manger, et je sentais cette peur viscérale que nous pouvions mourir à tout moment. Quand j'avais 9 ans, j'ai raconté ce cauchemar à ma mère.
Je m'attendais à ce qu'elle me dise que c'était juste mon imagination, mais au lieu de ça, son visage est devenu livide. Elle m'a expliqué que ce que je décrivais ressemblait exactement à ce qu'avait vécu mon grand-père en 1945, en Allemagne. Il avait 5 ans lorsque la guerre s'est terminée. Après la capitulation du pays, des soldats russes sont arrivés dans son village. En représailles, ils ont tenté de massacrer les habitants, considérant tous les Allemands comme coupables. Cette nuit-là, la famille de mon grand-père a dû fuir en urgence. Ils n'ont pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, pas même de prendre de la nourriture ou des affaires. Ils sont sortis de leur maison en pyjama et ont couru jusqu'à la forêt pour échapper à la violence. La première nuit, ils l'ont passée dans le noir total, transi de froid, avec la peur de se faire rattraper. Mon grand-père n'a jamais vraiment parlé de cette période, mais ma mère m'a confié que la fuite avait été terriblement traumatisante. Ils ont marché plus de 50 km, toujours vêtus de leurs vêtements de nuit, jusqu'à rejoindre des parents dans un autre village. Pendant le trajet, ils n'avaient rien à manger, ils ont frôlé la famine, et leur survie relevait presque du miracle. Je n'avais jamais entendu cette histoire avant. Personne ne m'avait raconté le passé de mon grand-père, et lui-même s'était enfermé dans le silence toute sa vie. Pourtant, mes cauchemars décrivaient en détail des scènes qui correspondaient parfaitement à son expérience. Je ne sais toujours pas pourquoi, ni comment j'ai pu rêver cela. J'ai acheté un petit chalet au bord d'un lac il y a une vingtaine d'années, à l'époque où mes 2 enfants étaient encore jeunes. C'était une modeste construction, 2 chambres, une salle de bain, mais avec une belle vue sur le lac et un petit ponton. Comme j'étais divorcé, mes enfants venaient régulièrement passer du temps avec moi. Une des chambres leur était réservée, mais dès le départ, quelque chose m'a intrigué. Ma fille, à peine arrivée, refusait toujours de dormir dans leur chambre et voulait absolument rester dans la mienne. Mon fils, lui, choisissait systématiquement le canapé du salon. Ils n'utilisaient presque jamais leur chambre, même pour jouer. Et cette habitude a duré des années. Plus tard, ma fille, en grandissant, a cessé de venir passer des nuits au chalet, mais mon fils continuait à dormir dans le salon. Même quand il invitait un ami à dormir, les 2 préféraient s'installer dans le séjour plutôt que d'occuper la chambre qui leur appartenait. Sur le moment, je ne m'en suis pas formalisé. Les enfants ont leurs préférences, je ne voyais pas de raison de m'inquiéter. Jusqu'au jour où j'ai dû ramper sous la maison pour vérifier quelque chose dans les fondations. Les 2 chambres avaient été rajoutées à l'habitation d'origine, qui était bien plus petite à l'époque. J'avais une lampe torchée, en avançant dans l'étroite cavité, mon faisceau a éclairé une dalle étrange. Intrigué, je me suis approché, et c'est alors que j'ai compris, c'était une pierre tombale. Une stèle plate, datée de 1932, portant le nom d'un homme enterré là, exactement sous le plancher de la chambre de mes enfants. Depuis, je ne peux m'empêcher de me demander si ce n'était pas la raison pour laquelle aucun d'eux n'avait jamais voulu y dormir. Quand j'étais petit, un événement a profondément marqué ma famille. Ma mère m'a raconté qu'un jour, alors que nous jouions dans la petite piscine gonflable du jardin, elle a retrouvé ma petite sœur, encore bébé à l'époque, complètement immergée et en train de se noyer. Ce qui l'a glacée d'effroi, c'est que j'étais juste à côté, en train de jouer tranquillement dans l'eau, comme si je n'avais rien remarqué ou comme si cela ne me concernait pas. J'avais à peine 4 ou 5 ans, trop jeune pour comprendre la gravité de la situation, mais pour ma mère, ce moment a laissé une impression étrange. Pendant un certain temps, elle a avoué avoir eu un malaise à mon égard, comme si quelque chose d'inquiétant se dégageait de moi. Les années ont passé, et cette histoire est restée dans un coin de ma mémoire, un souvenir embarrassant mais aussi chargé de culpabilité. Plus tard, devenu adulte, le destin m'a offert une sorte de seconde chance. Lors d'une sortie en famille, mon frère a manqué de se noyer sous mes yeux. Cette fois, j'ai réagi sans hésiter, je me suis jeté à l'eau et je l'ai tiré de justesse, le ramenant à la surface et l'aidant à respirer de nouveau. Ce jour-là, j'ai eu l'impression de réparer une faute ancienne, comme si j'avais enfin trouvé la rédemption que j'attendais sans le savoir. Mon frère allait bien, ma mère m'a regardé avec des yeux différents, et pour moi c'était comme un poids qui s'envolait.
C'est une histoire que m'a racontée mon oncle, elle ne m'est pas arrivée directement. La maison de mes grands-parents avait un grand placard juste à l'entrée. C'était là que tout le monde accrochait ses manteaux et posait ses chaussures en arrivant. Quand mon oncle était adolescent, il a commencé à faire des cauchemars récurrents. Dans ses rêves, quelque chose de mauvais essayait de l'emporter, et cette chose sortait toujours de ce placard précis. Il nous en parlait, et chaque fois ça nous mettait tous mal à l'aise. Un jour, autour de Thanksgiving, la maison était pleine de famille. Il y avait des rires, du bruit, tout le monde parlait fort. Au milieu de tout ça, mon oncle a commencé à raconter ses cauchemars à quelques-uns de mes cousins. Et soudain, son frère aîné, mon autre oncle, de 15 ans plus vieux, l'a interrompu. Il lui a demandé « Tu es en train de parler de la chose dans le placard ?» Le silence est tombé sur nous. Tout le monde a eu un frisson. Les deux frères se sont alors mis à discuter, à comparer leurs souvenirs. Et à notre grande surprise, ils avaient vécu exactement les mêmes expériences à des années d'écart. Les mêmes cauchemars, la même présence, toujours reliée à ce placard. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je vais encore rendre visite à ma grand-mère de temps en temps. La maison n'a pas changé, le grand placard est toujours là, à l'entrée, parfaitement banal en apparence. Mais moi, je n'ai jamais pu m'en servir. Je préfère garder mon manteau sur une chaise plutôt que d'ouvrir cette porte. Cette histoire m'a vraiment marqué et me donne encore des frissons quand j'y repense. J'ai grandi à Burton-upon-Trent et, depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par le Moyen-Âge, que ce soit par les châteaux, les chevaliers ou les vieilles légendes. Un jour, mes parents m'ont emmené visiter le château de Tutbury. J'étais émerveillé par les vieilles pierres, les tours et l'atmosphère de ce lieu, et tout se passait bien jusqu'au moment où nous avons approché de la grande porte. C'est alors que j'ai senti une main se poser brutalement sur mon épaule et me serrer avec une force glaciale. Pris de panique, j'ai poussé un cri. Mes parents se sont immédiatement retournés pour me demander ce qui n'allait pas, mais en les regardant, j'ai remarqué une expression étrange sur leur visage. À cet instant, j'ai eu la certitude qu'ils avaient ressenti la même chose que moi, même si aucun d'eux n'a voulu le reconnaître. Très vite, nous avons quitté le château, et je n'y suis jamais retourné. À partir de ce jour, j'ai commencé à avoir la sensation d'être observé en permanence. Quand je regardais par la fenêtre du jardin, j'apercevais parfois une silhouette qui tremblait ou qui semblait bouger de manière saccadée, et je me réfugiais en larmes dans ma chambre. La peur est devenue si pesante que mes parents ont fini par changer la disposition des pièces pour m'éloigner de ce jardin. Mais cela ne suffisait pas, car cette présence semblait toujours me suivre. Pendant une année entière, j'ai eu le sentiment d'être traqué, comme si quelque chose d'invisible ne voulait jamais me laisser en paix. Finalement, nous avons quitté la maison et déménagé à Basingstoke, et dès que nous nous sommes installés là-bas, ce sentiment d'être surveillé a disparu. Mon adolescence s'est alors déroulée normalement, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Les années ont passé, et environ 10 ans plus tard, alors que je revenais des États-Unis pour rendre visite à mes parents, j'ai osé leur raconter ce souvenir en détail. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que j'avais tout imaginé, mais au contraire, ils m'ont confié qu'ils avaient vu les mêmes choses que moi à l'époque. Ils avaient choisi de se taire pour ne pas m'effrayer davantage. J'avais 15 ans, et je conduisais sur la route 66 en Oklahoma avec ma mère assise à côté de moi. Nous étions en 1988. Entre deux petites villes, la route était déserte, je roulais tranquillement à environ 90 km/h. Pas de circulation, pas de voiture autour de nous, juste cette longue ligne droite. J'étais dans la voie de droite, concentré sur la route. Soudain, une camionnette a surgi, me dépassant, mais par la droite, en roulant directement sur l'accotement. Avant même que j'aie le temps de réagir, le véhicule a quitté la route, a dévalé le talus et s'est engagé dans la pente herbeuse. Mais ce qui était impossible, c'est qu'il l'a fait sans chaos, sans perte de contrôle, comme s'il glissait doucement vers le bas à plus de 90 à l'heure. À cette vitesse, il aurait dû se renverser, se briser, laisser au moins une trace de son passage. Ma mère et moi nous sommes retournés pour suivre la scène du regard.
Mais il n'y avait rien. Pas de camionnette, pas de poussière, pas le moindre signe d'un accident. L'espace était vide, comme si le véhicule n'avait jamais existé. Nous nous sommes regardés, sidérés, échangeant ce regard silencieux qui disait tout. Qu'est-ce que c'était? J'ai continué à conduire, sans rien dire de plus, car il n'y avait aucune explication logique à donner. Nous n'en avons reparlé qu'une seule fois, environ 3 ans plus tard. Ma mère s'en souvenait parfaitement, avec la même incompréhension que moi. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que nous avons vu ce jour-là sur cette route, mais cette scène est restée gravée dans ma mémoire comme l'une des plus étranges de ma vie. Quand nous avons acheté notre maison actuelle, ma fille avait 5 ans. Dans notre ancien logement, quand elle se réveillait la nuit, elle avait pour habitude d'apporter ses couvertures et ses oreillers dans notre chambre et de se fabriquer un petit nid au sol. On la retrouvait le matin endormie dans ce qu'elle appelait son nid. Dans la nouvelle maison, elle a gardé cette habitude de construire des piles de coussins et de couvertures, mais cette fois-ci, elle les faisait dans sa propre chambre. Pourtant, chaque matin, on la retrouvait dans son lit, les draps tirés, le nid restait intact. Intrigués, nous lui avons demandé pourquoi elle faisait ça. Elle nous a répondu très sérieusement, « Ce nid n'est pas pour moi, il est pour mon amie Rose. » Nous n'avons pas été surpris tout de suite. Elle avait déjà eu une amie imaginaire qu'elle appelait Didi, alors l'apparition d'une nouvelle amie ne semblait pas si étonnante. Mais ce qui nous a frappé, c'est la précision avec laquelle elle parlait de Rose. Elle expliquait que Rose venait la réveiller la nuit, qu'elle voulait se reposer, et qu'alors ma fille construisait un nid par terre avant de retourner dormir dans son lit. Des années plus tard, une voisine âgée nous a raconté l'histoire de la maison. C'était une femme charmante, la nièce du rancher qui avait fait construire cette demeure au début du XXe siècle. En évoquant la famille, elle nous a parlé de la première épouse du rancher, qui était morte dans la maison à cause d'une septicémie. Son nom était Rose. Je vis à Porto Rico. Si tu as déjà visité l'île, tu sais qu'il y a énormément de maisons abandonnées, parfois au bord des routes, parfois cachées dans les quartiers. Là où j'habite, il y en a une au bout de ma rue. Elle a toujours dégagé quelque chose d'étrange, et depuis quelque temps, je vois souvent une silhouette à l'intérieur. C'est un homme, immobile, qui me fixe à travers la vitre. Quand je détourne le regard, il disparaît et réapparaît aussitôt à une autre fenêtre, comme s'il se déplaçait sans jamais franchir les murs. Parfois, je le distingue sur le toit, debout dans l'obscurité, observant silencieusement le voisinage. Je n'étais pas le seul à le remarquer. Plusieurs personnes de la rue avaient vu la même chose. Alors la police a fini par intervenir et a inspecté la maison. Ils ont fouillé chaque pièce, chaque recoin, et pourtant, ils ont affirmé qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion. Pas de porte forcée, pas de fenêtres ouvertes, pas de traces de pas dans la poussière. Rien. Mais il y avait un détail étrange qu'ils n'ont pas pu expliquer, à chaque fenêtre, on retrouvait une paire de baskets neuves, parfaitement propres, sans aucune trace d'usure, comme si elles venaient tout juste d'être sorties d'un magasin. C'était la seule preuve tangible, et pourtant, elle rendait la scène encore plus incompréhensible. Depuis cette nuit-là, la maison est restée close, et pourtant, l'homme continue d'apparaître. Quand la rue s'assombrit et que les lampadaires diffusent leur lumière faible et tremblante, je le vois encore. Ses yeux semblent suivre chacun de mes pas, à travers les vitres sales, puis il disparaît de nouveau, pour réapparaître ailleurs. Peu importe ce qu'ont dit les policiers, je sais qu'il est toujours là, et la maison au bout de ma rue n'est jamais vraiment vide. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.